No, art is possible by committee. And at the committee as well, a whole bunch of people can go out and improvise stuff that looks like theater. Basically, all you need is some traffic patterns and some game rules and some kind of image of what it is that you're going to do. And it turned out to be Harold. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler format. Alors un format c'est un peu la façon dont on va utiliser la magie de l'impro pour rendre le spectacle intéressant. Un format en général une certaine philosophie, une certaine approche des techniques de l'improvisation. Donc du coup je vais d'abord parler du Harold en lui-même, du format, puis de l'historique et de la philosophie qu'il y a derrière, et enfin de quelques techniques, quelques conseils pour faire un bon Harold. Un Harold compte entre 6 et 8 joueurs en général, et dure entre 20 et 30 minutes. Donc un spectacle entier va compter entre 2 et 3 Harold. On démarre par une phase de suggestion où on va établir le thème du Harold. On part d'un mot donné par le public, ensuite les improvisateurs vont explorer ce thème à travers des petits bouts de scène de quelques secondes en lien avec le thème. Chacun avance quand il a une nouvelle idée sans ordre précis. Dans certaines versions, on fait des monologues, certains imitent des gens qui parlent pendant un cocktail, d'autres prient le dieu du mot en question. To get started with the Harold, can we have a suggestion of anything at all? Surgery. Surgery, thank you very much. Stainless steel, absolutely perfectly free of any sort of microbes and That disease. smell that only exists in a hospital. This body is stripped of all its skin, so all of its muscles and tendons and ligaments are exposed. Bon, il y a plein de variations, le principe c'est juste de triturer l'idée dans tous les sens pour avoir assez de matière pour la suite. Sans se concerter, le groupe va sentir quand ils n'ont plus d'idées. Les joueurs vont alors se retourner et va entamer ce que l'on appelle le premier beat. Une première scène est jouée entre 2 ou 3 improvisateurs qui montent à l'envie. Puis une autre scène complètement différente démarre avec d'autres joueurs, puis une troisième. Ces scènes A, B et C forment le premier beat. Les joueurs ont alors leurs personnages qu'ils garderont tout au long du Harold en général. Notez ici que la répartition des joueurs entre les scènes se fait sans concertation, et que les transitions se font aussi naturellement. Cette transition doit être aussi naturelle et fluide que possible. Les joueurs ne se mettent jamais d'accord, ils doivent sentir quand le groupe est prêt à passer à autre chose. À la fin du premier beat, on va alors faire un jeu de transition. Historiquement, le jeu était décidé à l'avance, c'est-à-dire que les joueurs connaissaient déjà les règles. Néanmoins, on n'interrompait pas le spectacle pour les expliquer au public. Le comportement des improvisateurs devait être suffisamment explicite. Aujourd'hui, on a plus tendance à faire un jeu de scène, une scène quoi. Le principe reste le même, c'est d'avoir une pause entre 2 beats. Ce jeu fait en général participer tous les joueurs et reste en lien avec le thème du Harold. Par exemple, dans le jeu du brainstorming, où les improvisateurs doivent inventer une campagne marketing pour un produit fictif. Si le thème du Harold est ouverture, on pourra par exemple inventer une campagne marketing pour une huître à ouverture facile. On reste dans le thème. Après ce jeu de transition, on entame le deuxième beat, qui est probablement le plus important. On va avoir la suite des scènes A, B et C précédentes, et on va creuser non pas les histoires mais les idées et les concepts. On va étendre l'univers de la scène. Pour vous faire une idée, on peut s'intéresser aux suites de certains films. Par exemple, dans le premier Terminator, un méchant robot du futur essaie d'assassiner la mère du futur chef de la rébellion. Cool. Terminator 2, on creuse le concept. Et si les humains utilisaient aussi des Terminators ? Donc on a une bataille robot contre robot. Terminator 3, on va pas en parler. Et puis si, tiens, on va en parler. Terminator 3, c'est le même problème qu'avec le dernier Ghostbusters. Pourquoi est-ce qu'on a autant râlé ? C'est pas parce que c'est des nanas en soi, que des nanas soient des Ghostbusters, et ben on s'en fout, c'est pas ça qui est intéressant à creuser. Là, Terminator 3, ben c'est Terminator avec une nana. Et désolé, mais c'est pas hyper intéressant. Mais, dans Terminator Salvation, le 4 quoi, on creuse l'idée et comment quelle est la guerre dans le futur. Et apparemment ça fait... Si au lieu de ça, Terminator 2, ça avait été la vie de famille de Sarah Connor, qui est un peu compliquée parce que son fils a été traumatisé par les événements du Terminator 1, eh ben ça aurait été cohérent mais pas intéressant parce que c'est pas ce qu'on veut creuser ici. Dans le deuxième beat, on peut donc être dans un endroit différent. Temporellement, la scène peut se passer avant ou après la première. La plupart du temps, on garde les mêmes personnages mais pas toujours. De la même manière que dans le premier beat, les transitions entre les scènes se font naturellement. La petite différence c'est que l'on va voir émerger des connexions entre ces scènes. Les personnages des différentes scènes ne vont pas encore se croiser, mais on en fera peut-être mention. Ou alors un objet de la scène A va se retrouver dans la scène B. Ou un événement de la scène C va impacter la scène A. Ou même, plus simplement, on va retrouver une expression d'un personnage dans la bouche d'un autre. Bref, on va avoir des connexions au niveau de l'histoire ou au niveau théâtral. Après le deuxième beat, on a un nouveau jeu intermédiaire, puis on démarre le troisième et dernier beat. À ce moment-là, il n'y a plus vraiment de règles. Les scènes peuvent se croiser, s'entrechoquer, on peut avoir la A et la B en même temps, voire les trois en même temps ou pas du tout. On peut reprendre un jeu de scène du deuxième beat et l'explorer davantage. Bref, tout est autorisé pour finir les histoires dans un feu d'artifice. Voilà, ça c'est un Harold. Et j'imagine que pour ceux qui en ont jamais vu, ça rend pas forcément les choses beaucoup plus claires. Et c'est normal, pour clarifier le tout, il faut que je vous parle de la philosophie du long form. Le Harold a été créé en 1967 à San Francisco. La première troupe à la jouer est The Committee, fondée par Alan et Jessica Meyerson. Deux anciens de Second City de Chicago, donc qui ont bossé avec Del Close.
Daiklose a été membre de The Committee et donc il va inventer le Harold avec eux et surtout avec Sharna Alpern. A l'époque, le format fait 45 minutes. Il va évoluer ensuite au fil des années de troupe en troupe jusqu'à ce qu'il ait à peu près la forme que je vous ai décrite. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un Harold? Parce qu'un mec dans la troupe, Bill Mathieu, avait maté le film A Hard Day's Night où George Harrison dit What would you call that hairstyle you're wearing? Arthur. Du coup, Bill Mathieu a refait la vanne. Bon les gars, là, du coup, on l'appelle comment là, ce show là? Je l'appelle Harold. Ok, pour l'anecdote, Daiklose a toujours plutôt détesté ce nom de Harold, comme quoi la règle du yes and, ça n'a pas toujours du bon. Bref, le Harold, c'est la faute des Beatles. Le Harold est ce que l'on appelle un long form, qui est différent du format long. Le format long, c'est une histoire improvisée qui va faire entre 30 minutes et 1h30. Le long form, c'est le terme qui vient de l'école de Chicago pour parler d'un format qui fait à peu près 30 minutes et qui explore un thème. Cette exploration se fait notamment à travers des jeux de scène comme j'en parlais dans l'épisode sur l'impro organique. Mais au-delà de ça, c'est dur de définir la philosophie du Harold, parce que si ce format était un Pokémon, ce serait Evoli. Il y a autant de Harold que d'écoles qui le pratiquent. Certaines troupes zappent l'introduction, d'autres rajoutent une conclusion, on peut s'autoriser à ne commencer le deuxième beat que par la même scène par exemple, et le Harold en lui-même a plein de variantes. Si on vire les jeux intermédiaires, on appelle ça un triptyque. Si on démarre par un monologue, c'est un Armando, mais ça reste la philosophie du Harold. Donc il faut plutôt voir ce format comme une famille de formats qui suivent à peu près la même structure et qui cherchent à explorer un thème à travers plusieurs histoires. Et c'est ça qui est génial, parce qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Je vous ai présenté le Harold comme ça, mais en fait, un bon Harold, ça devrait plutôt être comme une sphère. De l'ouverture vont émerger des idées que l'on va faire grandir sur les deux premiers bits et qui vont se rejoindre à la fin pour enrober le tout. Donc il faut vraiment pas rater son ouverture. Pour faire une bonne ouverture, il faut avoir développé un très fort esprit de groupe. On va rebondir sur les idées des uns et des autres, mais pas n'importe comment. Ce qu'on cherche, ce sont des idées qui vont suggérer les prémices d'une scène. L'une des techniques, c'est d'aller de A à C. Si la suggestion de base est plombier, au lieu d'explorer le thème en disant plombier, tuyau, indice, on va directement dire plombier, indice. Comme ça, on explore plus vite. Ensuite, comme dans une impro organique, on va essayer de trouver le premier élément un peu bizarre et jouer avec. Par exemple, plombier, tuyau, indique pas fiable, détective privé pas discret, chauffeur de bus aveugle, homme politique avec un sens moral. Vous voyez qu'à partir du détective, on a eu un élément anormal. À partir de là, les joueurs ont utilisé le mécanisme du « si ça c'est vrai, quoi d'autre peut être vrai ». En quelques mots, les improvisateurs viennent de découvrir un jeu qu'ils pourront utiliser plus tard. Ici, une scène avec des gens qui n'ont pas les compétences attendues pour faire leur métier. En continuant cette exploration pendant encore quelques minutes, les improvisateurs vont se doter d'idées de jeu pour les 3 scènes à suivre. Il va alors leur être très facile de trouver leur plateforme de départ pour ces scènes. Dans le premier beat, on pose les prémices de la scène en utilisant le mécanisme du « oui » et. Puis on va trouver un jeu de scène. La clé ici est de bien identifier le premier élément étrange de la scène. Bonjour monsieur, voilà je me présente, je m'appelle Obi-Wan Kenobi. Nous faisons du porte-à-porte, mon ami et moi, afin de parler un petit peu de la force aux gens. Est-ce que vous connaissez la force par hasard? Lorsqu'il survient, il est très important de le souligner, pas une réaction de surprise en général. On appelle ça cadrer le jeu. À ce moment-là, on passe de la logique oui et à si cela est vrai, quoi d'autre est vrai. Plus en détail, cette logique s'applique à travers 3 types de propositions. Soit on va amplifier ce qu'il se passe. Ça les gars, on vous dérange? Besoin d'aide? Vous allez pas rejoindre ces clowns. Nous, on vous propose de rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. Soit on va explorer l'idée et ses conséquences sur le monde de la scène. Mais en fait, eux ils ont des sabres laser. Donc, Nous aussi. Sérieux? Ah bon? En gros, on crédibilise l'idée en la justifiant. Soit on va simplement réagir de la manière la plus honnête. On appelle ça réagir au mieux de son intelligence. Anakin? On les défonce? On les défonce. Ah, du coup, c'était vraiment vrai le coup des sables laser. Mais oui, c'est vrai! Il suffit de lire le fascicule! Si l'idée est bizarre, n'ignorez pas son étrangeté, soulignez-la. Pourquoi? Parce que l'authenticité conserve l'intérêt du public. Ces propositions peuvent être faites par les joueurs sur scène, mais aussi par ceux qui sont restés en arrière, et qui peuvent intervenir simplement pour soutenir la scène. Bref, c'est comme ça qu'on avance dans un jeu. On arrête ensuite la scène quand on sent que les joueurs ne pourront plus amplifier davantage, et idéalement on arrête sur un moment drôle, pas quand les copains sont en train de ramer. On va alors faire une transition de scène dont le procédé est en général convenu des joueurs. Il y a plein de façons de faire une transition, ça varie selon les troupes. Comme vous l'aurez compris, il y a plusieurs écoles. Si toutes sont plutôt d'accord pour dire que le premier beat doit poser la situation, les personnages, le problème, etc., etc., le deuxième beat, c'est le moment critique. L'école de Second City s'intéresse plutôt aux relations. On prône l'authenticité du jeu et des situations. Le mot d'ordre, c'est un peu « c'est drôle parce que c'est vrai ». Donc cherchez pas à être drôle, cherchez à être authentique. Ça deviendra drôle tout seul. And everybody's looking for the laugh, and get to the next moment, and get to the next beat. And that's really not what this art form is about. What is it about? I think it's really about
exploring and heightening the relationship between two people. La troupe UCB est plutôt orientée sur le jeu. Si vous regardez leur show AS4, oui, AS4 avec 4S, une autre version du Harold, vous verrez qu'ils cherchent surtout à trouver le jeu de la scène. Parce que pour eux, c'est plus fun. Pour UCB, dans le deuxième beat, on veut explorer le jeu précédent. On ne veut pas refaire la même scène et surtout pas avancer dans l'histoire. On va juste transformer un peu le jeu d'avant. Et là, il y a deux grandes techniques. Soit on fait un saut dans le temps, on va retrouver un des personnages plus tard, dans un monde qui suit les règles du jeu qu'on vient de voir. Soit on fait une analogie. On va complètement changer de personnage, de lieu et d'activité, mais on va retrouver le même principe. Enfin, dans le troisième beat, qui est en général assez court, l'idée c'est de faire des connexions amusantes sans les forcer. Ça va donner une sensation d'ensemble au spectacle. Il y a plein de techniques pour conclure, l'une d'entre elles notamment de faire un rappel, comme je l'expliquais dans un épisode sur l'impro narrative. Mais pour bien comprendre le Harold, il faut que je vous parle du mini-plot. J'ai parlé dans un épisode précédent de la structure en 3 actes. Cette structure est ce que l'on appelle l'arc plot. C'est la grande matrice narrative que l'on retrouve dans 90% des films d'Hollywood. Elle est tellement omniprésente qu'on prétend même qu'elle est en train de tuer le cinéma. Donc, que vous le vouliez ou non, vous la connaissez cette structure. C'est celle où on suit un héros qui va réussir ou pas contre un opposant. Contrairement au format long, le Harold fait partie d'une structure qu'on appelle le mini-plot. Vous la connaissez aussi, c'est la trame que suivent des films comme Pulp Fiction, Love Actually, Magnolia, Sin City, Snatch, Babel, etc. Très simplement, on suit plusieurs personnages qui ont des objectifs propres. Ils peuvent avoir des connexions entre eux, mais aucun n'est le héros principal. Or, les improvisateurs veulent souvent être le héros de l'histoire et suivre la trame d'un arc plot. Alors que c'est pas possible, on peut pas traiter une histoire avec 6 personnages principaux comme n'importe quelle histoire. N'est-ce pas ? Donc, si vous essayez de raconter une histoire avec un Harold, il faut réduire l'intrigue de chaque personnage au strict minimum. Parce que l'important, c'est pas l'histoire, ce sont les idées, et voir jusqu'où on peut les pousser. Et surtout, si vous faites simple, il sera beaucoup plus facile de vous rappeler les idées du début. Mais les différences vont un peu plus loin. On va avoir beaucoup plus de héros passifs ou simplement réactifs. Un gros héros, ça prend des décisions. Choice. The problem is choice. Un héros de mini-plot, ça se laisse plutôt battre par les flots. Une autre conséquence de la passivité de nos héros, c'est que le conflit va plutôt être interne ou interpersonnel. Ce sont des personnages qui luttent avec eux-mêmes plutôt qu'avec le monde extérieur. Parce qu'on n'a pas le temps de l'introduire. Boys, get to work. Please would be nice. Come again? I said a please would be nice. Get it straight, Buster. I'm not here to say please. I'm here to tell you what to do. Enfin, on a souvent des fins ouvertes dans un Harold. Ça veut pas dire qu'on ne résout pas les problèmes, mais on a le droit de laisser une ou deux questions en suspens, parce qu'on n'a pas le temps de répondre à toutes. Et c'est tant mieux, le Harold c'est plus là pour poser des questions de manière amusante qu'à mener des réponses définitives. Donc allez voir des Harold sur le terrorisme, la religion, les Pokémon. Ce sera toujours amusant, intéressant, et c'est un truc que seule l'impro peut amener. Voilà pour cet épisode sur ce format un peu particulier, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis très loin d'avoir tout couvert concernant ce qui fait un bon Harold. Si vous voulez en savoir plus, Will Hines en parle super bien pendant 5 heures. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo, ou à lâcher un pouce bleu comme on dit dans le métier. A très bientôt, allez voir l'impro encore mieux, faites-en, ciao.